Le 1er novembre, un Américain a été interpellé en France après 13 ans de cavale. Recherché par le FBI, il a été localisé dans un petit village d'Alsace où il était installé sous une fausse identité avec sa femme et ses 2 enfants adoptifs. Vietnam, Pologne. Cet homme a fait un tour du monde avant de s'établir en France. Cette affaire, c'est aussi celle de la coopération internationale. La justice française a notamment appris, grâce à son homologue américaine, que cet homme aurait commis de nouveaux abus sexuels, cette fois sur l'un de ses enfants adoptifs. Des faits pour lesquels il est aujourd'hui mis en examen en France. Alors comment se passe cette coopération internationale ? Cet Américain peut-il être jugé sur notre territoire ? Je suis Pauline Revenat et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Charlotte Lesage, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour le site internet de bfmtv.com. Maître Sévac Torossian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat pénaliste à Paris et auprès de la Cour pénale internationale. Avec vous, nous reviendrons sur l'application du droit pénal international et la coopération entre les différents États. Mais tout d'abord, un rappel des faits avec vous. Charlotte, le 1er novembre, un Américain est donc interpellé en France après une décennie de cavale. Il s'appelle Michael Wiseman et il a 51 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est le deuxième fugitif le plus recherché de l'État de l'Arizona. Michael Wiseman est notamment mis en cause pour des faits d'exploitation sexuelle sur mineurs aux États-Unis. Sa traque aura duré près de 13 ans et c'est en France, dans un petit village du Bas-Rhin, qu'il est finalement interpellé. S'il est placé en garde à vue, c'est parce qu'il existe un volet judiciaire français dans cette affaire. La justice le soupçonne en effet d'avoir violé l'un de ses enfants adoptifs. À l'issue de sa garde à vue, il est d'ailleurs mis en examen, notamment pour viol et tentative de viol incestueux sur mineur par ascendant. C'est ce qu'indique une source judiciaire française à BFM TV. Pourquoi cet homme était-il alors recherché par les autorités américaines ? Pour comprendre toute cette affaire, il faut faire un bond dans le temps. Nous sommes en novembre 2008. Michael Wiseman est arrêté en Arizona pour des faits d'exploitation sexuelle sur mineurs. La même année, il s'affranchit de son contrôle judiciaire, coupe son bracelet électronique et fuit les États-Unis. Visé par un mandat d'arrêt international, il est repéré 1 an plus tard, en Espagne, d'où il sera extradé vers son pays natal. De retour aux États-Unis, il explique à son officier de probation son choix. Il avait des problèmes financiers et sa femme l'avait quitté après son arrestation. Alors cet homme est placé en détention provisoire et il plaide coupable. En 2012, la justice américaine le condamne à 1 an de prison avec sursis et en liberté conditionnelle, il repart en cavale. Mais c'est une cavale organisée puisque Charlotte, il vit sous une fausse identité. Sa cavale débute donc en 2012. Michael Wiseman fuit à l'étranger. Il va d'abord au Vietnam, où il adopte 2 enfants. Il fait ensuite étape en Pologne, où il obtient un passeport. Pour cela, il utilise une fausse identité. C'est ce qu'explique un policier de Scottsdale à une chaîne de télévision américaine. Kaltstedt, en Alsace, est donc son dernier point de chute. Il s'y installe toujours sous cette fausse identité avec sa femme et ses 2 enfants. L'étau autour de cet homme se resserre définitivement en septembre dernier lorsque la police américaine le localise en France. La justice américaine le suit depuis le début de sa cavale. Elle a d'ailleurs émis 3 mandats d'arrêt contre Michael Wiseman, notamment pour violation de la probation liée à l'exploitation sexuelle d'un mineur. Puisqu'il est localisé en France, la justice américaine transforme ces mandats d'arrêt en une demande d'arrestation provisoire en vue de son extradition. Une demande qu'elle transmet donc à la justice française qui lui confirme que Michael Wiseman, alias Robert Daniel Wesky, est bien établi en Alsace. Alors, Maître Torossian, concrètement, quels sont les effets juridiques en France d'un mandat d'arrêt émis par la justice américaine ? Le mandat d'arrêt, d'abord, c'est une méthode, un outil de coopération internationale qui est utilisé depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. Euh, le lieu principal où on va s'entendre pour la coopération en question, c'est Interpol. Donc j'imagine qu'il y a eu, depuis toutes ces années, puisque ça commence à faire long, une demande qui a dû être déposée, un dossier qui a dû être déposé à Interpol. 196 pays sont informés et à un moment ou à un autre, les autorités françaises ou peut-être américaines ont eu l'information qu'il était là. Donc, à partir de ce moment-là, si les autorités françaises savent que la personne est en France, elles peuvent transmettre l'information. Voyez ? Donc ça ouvre des droits aux autorités françaises ? C'est de la coopération. Il y a un principe phare qu'il faut comprendre, c'est que chaque État est souverain en matière pénale. C'est-à-dire qu'un policier étranger américain ne peut pas venir en France pour arrêter. On doit demander un service, en fait. La coopération internationale, c'est des services qu'on se rend. Donc, mais bon, il y a des conventions internationales, surtout il y a une convention d'extradition entre la France et les États-Unis. Donc,
il y a quand même un certain nombre de règles de bonne conduite, quoi. À partir du moment où ils savaient, eh bien, ils ont dû transmettre l'information, ou peut-être même les Américains ont transmis l'information, et la coopération se déclenche. Et vous l'avez dit, première étape pour pouvoir déclencher une procédure d'extradition, c'est l'arrestation provisoire. En parallèle, Charlotte, la police américaine accède à l'adresse mail du fugitif et découvre des contenus pédopornographiques. Ce travail est réalisé par les enquêteurs de l'unité de lutte contre l'exploitation et la traite des êtres humains de la police de Scottsdale. Bien évidemment, ils ont d'abord reçu un mandat de perquisition avant de pouvoir se pencher sur cette adresse mail. Ils découvrent alors des contenus pédopornographiques et concluent que l'Américain abuse sexuellement de son fils adoptif aîné et que ce dernier, bien évidemment, vit en France. Les services de police américains transmettent ces informations au FBI de Phoenix, qui les transmet à son tour au parquet de Strasbourg. Une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans est alors ouverte en France. Le 1er novembre au matin, alertés par leurs homologues américains, les forces de l'ordre l'interpellent à son domicile. Michael Wiseman est aujourd'hui mis en examen dans ce dossier. Alors, maître, les preuves numériques obtenues légalement aux États-Unis peuvent-elles être utilisées pour ouvrir une enquête pénale en France ? Oui, rien n'interdit, bien sûr. Pas de Ce qui difficulté. est intéressant, c'est que là, on a deux procédures en fait qui vont Mm-mm. chevaucher. La procédure américaine d'extradition, qui se serait sans doute poursuivie normalement si la France, le parquet en France n'avait pas ouvert un nouveau dossier. Donc on en a deux. Mm. On en a deux. Alors justement, il est mis en examen dans une affaire qui s'est déroulée sur le territoire français et dans le même temps, les autorités américaines demandent son extradition. Donc, qui a la priorité ? Quel État a la priorité là ? Il n'y a pas de règle. La logique voudrait qu'on fasse les choses dans l'ordre. La question, c'est dans quel ordre faire les choses. Il est en France, une infraction est découverte en France, le parquet s'estime compétent, il a raison. Donc, il fait, un juge d'instruction est nommé. Faire les choses dans l'ordre, ça voudrait dire mise en examen. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une information judiciaire est ouverte et donc il va y avoir un temps, 1 an et demi, 2 ans, pendant lequel le juge d'instruction va entendre, par exemple, les enfants, les voisins, perquisitionner, etc., pour ensuite renvoyer l'affaire devant une juridiction de jugement. Donc, faire les choses dans l'ordre, ça voudrait dire, j'imagine, terminer la phase d'enquête, le juger, peut-être l'emprisonner, je ne sais pas, et ensuite accorder l'extradition. S'il n'y avait pas eu tout ça, s'il n'y avait pas eu le deuxième dossier, les Américains, ils partaient. Encore qu'il y a quand même pas mal de soupapes de sécurité en matière d'extradition. Il peut la refuser, mais à un moment ou à un autre, il serait parti. J'ajoute que j'ai entendu qu'il avait des faux papiers, donc ses ennuis sont, à mon avis, pas tout à fait terminés avec cette nouvelle affaire. Qu'est-ce qu'il encourt en utilisant des faux papiers ? Eh ben, c'est une nouvelle infraction. Il peut, d'ailleurs, le même juge d'instruction, dans le cadre de son instruction, peut dire j'ai découvert d'autres infractions. Donc, il va demander au procureur d'élargir en fait le cadre de sa saisine et pour pouvoir rajouter de nouveaux délits. Voyez. Voilà. Je voudrais rajouter aussi, je vous fais le cas simple où la question se pose de dans quel ordre faire les choses Oui, la en France priorité. puis aux États-Unis. Maintenant, il y a un autre cas de figure, c'est que les États-Unis, si j'ai bien compris, il est en cavale depuis 13 ans. Comment dire poliment, l'ont vraiment de travers et font pression pour le ramener tout de suite. Tout est, en matière de coopération, tout est aussi question de négociation. De rapport de force. Oui. Et si cet homme n'était pas suspecté d'avoir commis des méfaits sur le territoire français, les policiers français auraient-ils pu justement l'interpeller parce qu'il est en cavale et qu'il a fui les États-Unis ? Oui, mais dans un autre cadre, dans celui de la coopération, et non pas celui de l'infraction commise en France, il n'y en aurait pas eu. Le juge français a compétence pour les crimes ou délits à raison du lieu. Donc si c'est commis en France, il a compétence. À raison de la nationalité de l'auteur. S'il est français, il a compétence. Même un Français qui a commis un crime à l'autre bout du monde, voyez, il va se dire compétent. Il va y avoir un conflit ou une négo encore, mais il s'estime compétent. Et le troisième cas, si la victime est française. Donc ça, c'est 3 cas qui peuvent permettre. En dehors de ces 3 cas, s'il n'y a pas d'infraction en France, on revient dans le régime de la coopération. Donc, les États-Unis demandent un service au nom de la Convention, j'exagère un peu, service et de la coopération, et une procédure va se déclencher. Et la procédure, elle va suivre le plan en 4 étapes qu'on connaît, à savoir arrestation provisoire. Il va être déféré
devant le procureur général une fois que le dossier de demande sera constitué, aura été transmis à la France. Ensuite, il va passer devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Et quatrième étape, on aura peut-être un décret du Premier ministre, parce que l'extradition, c'est un décret, donc c'est un acte politique, c'est un acte aussi administratif, un truc qui pourra être contesté aussi devant le Conseil d'État. Donc c'est pas... Et durant cette période, on peut placer la personne en détention provisoire? Oui, surtout les 30 premiers jours en fait de l'arrestation provisoire. C'est même une période un peu bizarre où on est démuni. Il ne peut pas avoir d'avocat, etc. Alors 30, en général, on accélère. C'est la loi qui dit 30. Une semaine, 2 semaines, ça me paraît plus logique. Et ça dépend aussi selon les pays. Ça peut être un peu plus long, mais ça reste un problème. Oui, c'est très long. Imaginez au final qu'il n'y a rien. Le type, moi j'ai eu une cliente dans un pays de l'Est il y a quelque temps, qui a passé 15 jours dans une prison du XVIe siècle. Elle a été extradée en France pour finalement rien. Vous voyez, c'est compliqué. Ouais. Si on prend un petit peu de recul sur ces histoires de coopération, puisque à vous entendre, ce sont des services entre États. Ouais, Enfin, j'ai compris la formule. Avec qui est-ce qu'on coopère le mieux, si on prend un peu plus de champ, et avec qui c'est plus compliqué? Est-ce qu'il y a des pays... Les États-Unis, ça fonctionne, visiblement? Oui, tous les pays... Alors, on va se faire des ennemis. Tous les pays d'Occident... Alors, déjà, l'Union européenne, régime spécial, même en termes d'extradition, il n'y a même plus besoin d'extradition, c'est mandat d'arrêt européen. Plus besoin de passer par le canal... Oui, plus besoin de passer par le canal diplomatique, parce que l'extradition, c'est aussi la voie diplomatique, c'est par les ministères, donc c'est un petit peu lourd. Donc, Union européenne, ça fonctionne très bien. Occident, en général, ça fonctionne plutôt pas mal. Et ensuite, il y a en dehors de l'Occident, il faut interroger les services d'enquête, les policiers, pour savoir, ne serait-ce que les problèmes de langue, de traduction, de moyens aussi. Il y a des pays d'Afrique. J'étais récemment dans un pays d'Afrique où même les policiers n'ont pas forcément d'argent pour acheter l'essence, pour aller chercher la personne mise en cause. Oui, mettre l'essence dans la voiture, des choses comme ça. Donc, mais franchement, tout le monde n'est pas à égalité. Vous voyez ? Et avec la Russie, vu le contexte, ça fonctionne comment ? Non. Pas du tout bien. Pour l'instant, non. Mais il ne faut pas désespérer. On verra. J'imagine que ce sont des périodes qu'il faut passer, mais pour l'instant, non. Cela étant, Interpol officiellement, c'est 196 pays. La coopération internationale, c'est 2 volets. C'est l'entraide judiciaire, donc entre magistrats, et la coopération policière. Et policière, c'est essentiellement axé sur Interpol. Alors, quand on a des professionnels, vous citez l'exemple de la Russie, entre magistrats, on prend sans doute du recul, mais on a quand même des instructions. Mais j'imagine que les professionnels de tous les pays veulent bien faire leur travail. Et moi, j'ai une dernière question. Lorsqu'un ressortissant étranger commet des infractions sur le territoire français, quel droit s'applique ? Le droit du pays duquel il vient ou le droit français ? Un étranger sur le territoire français, eh bien, on revient à la règle des 3 principes. Le crime ou le délit a été commis en France, donc le juge français est compétent. Maintenant, il est possible aussi que le ressortissant étranger vienne d'un pays où son juge à lui aussi va estimer qu'il est compétent. Comme en France, je vous disais tout à l'heure, si un juge français découvre un crime qui a été commis dans un pays d'Afrique, par exemple, il va vouloir, lui, peut-être, le ramener en France, même si ça a été commis ça va nécessiter de la coopération avec les policiers locaux, mais il va, comment dire, c'est une garantie pour le citoyen français que le procès va être équitable, parce qu'on aura plus confiance dans la justice française que dans le pays étranger. Vous voyez ? Donc ça, c'est possible. Et si, dans le cas que vous citez, les 2 juges s'estiment compétents, il va falloir négocier. Le plus simple serait qu'ils soient jugés en France. La France est un pays où le procès équitable tout de même est garanti. Donc ça devrait se passer dans cet ordre-là. Merci beaucoup pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.